Donc la première étude, c'était présentée par le docteur Deepti Radia de Londres, une étude de poster, présentée en poster, sur le diagnostic des mutations de KIT dans le sang par ddPCR. Donc la mastocytose, je vous rappelle, c'est une maladie clonale de la cellule mastocytaire avec une mutation activatrice de KIT dans plus de 95% des cas. Le diagnostic repose sur la biopsie ostéomédulaire avec une infiltration de mastocytes atypiques et la mutation activatrice de KIT est un critère diagnostique mineur d'après la classification de l'OMS 2022 que j'ai remis à côté. Et cette équipe s'est intéressée à la possibilité de détecter cette mutation KIT D816V dans le sang grâce à une technique très sensible. Donc pour cela, les auteurs ont utilisé les prélèvements de l'étude Pioneer, un essai contrôlé randomisé qui teste l'avapritinib contre placebo dans la mastocytose indolente. Les patients avaient tous un diagnostic confirmé par biopsie ostéomédulaire de cette mastocytose. Et donc, il y a une recherche de la mutation par ddPCR dans le sang circulant. Et les patients les patients et tout le monde était testé par ddPCR dans le sang circulant pour cette recherche de cette mutation. Et les patients pour lesquels la mutation était négative étaient testés par une deuxième méthode de séquençage en duplex, qui est un séquençage très sensible avec une limite inférieure de détection très faible de 0,013%. Et donc, voilà, donc, il y avait une première étape de ddPCR, et si c'était négatif en ddPCR, ce séquençage en duplex. Et donc, finalement, les 251 patients inclus ont été divisés en 3 groupes. Un groupe 1 avec 85% au total qui présentait une mutation KIT D816V par ddPCR. Le groupe 2, soit 10% des patients qui n'avaient pas une mutation détectée par ddPCR, mais qui avaient été retrouvés, détectés en séquençage en duplex. Et le groupe 3, pour lesquels la mutation n'a été retrouvée ni en séquençage en duplex, ni par ddPCR dans le sang circulant. Et donc, au final, la mutation donc, était indétectable par ddPCR chez 15% des patients. Et parmi ces patients, 70% présentaient une mutation qui avait finalement été récupérée par le séquençage en duplex. Donc, ce que nous apporte cette étude, c'est de montrer que lorsqu'elle est positive, cette mutation dans le sang circulant est utile. Cependant, lorsqu'elle est négative, il ne faut pas s'arrêter là et il faut bien poursuivre et réaliser une biopsie ostéomédulaire pour pouvoir confirmer le diagnostic. On a donc une deuxième étude sur l'avapritinib dans l'amélioration de la densité osseuse qui a été présentée par le docteur Johannes Lübke d'Allemagne, présentée en poster. Sur une diminution. Donc, on sait que la diminution de la densité osseuse, l'ostéoporose, est un problème très fréquent dans la mastocytose, également qui confère une morbidité importante, présent dans 30 à 50% des cas. L'avapritinib est un inhibiteur sélectif de KIT D816V. Et donc, cette étude visait à démontrer qu'un traitement par avapritinib allait améliorer la densité osseuse en utilisant les patients de l'étude Pathfinder, qui était un essai qui a testé l'avapritinib dans la mastocytose agressive systémique. Donc, ces patients étaient testés initialement à T0 à baseline et à peu près environ 12 mois pour une ostéoporose par ostéodensitométrie classique. Et ce que l'on voit, c'est que chez les 107 patients, les 56 patients pour lesquels les résultats étaient disponibles, avec un âge médian de 69 ans et chez lesquels un traitement anti-ostéoporotique avait été utilisé chez 20% des cas, on voit que finalement l'avapritinib mène à une amélioration significative de la densité osseuse, avec en haut, en rose, une amélioration du T-score au niveau lombaire de moins 2,44 à moins 1,63, donc une amélioration significative après traitement. Au milieu et à droite, vous avez l'évolution des patients pour lesquels la densité osseuse était trop haute ou normale, mais qui nous intéresse moins. Donc une amélioration importante de cette densité osseuse. 92 des patients en bas présente une densité osseuse améliorée ou stable sous avapritinib. Et cette amélioration
clinique, enfin, mais en tout cas ostéodensitométrique, est associée à une diminution de l'infiltration de la moelle par les cellules mastocytaires, une diminution de la tryptase et une diminution de la VAF de KIT D816V. Donc, en conclusion, après plus de 3 ans de suivi, l'avapritinib mène à une amélioration de la densité osseuse chez les patients ostéopéniques, et donc, avec une mesure au niveau lombaire. Et donc, possibilité ça pose la question de est-ce que même chez les patients qui n'ont pas une mastocytose agressive, mais une mastocytose indolente, ça pourrait être intéressant d'utiliser ces traitements pour éviter l'ostéoporose, qui est une maladie extrêmement morbide chez ces patients. La troisième étude que l'on rapporte est une étude sur la survie globale des patients sous avapritinib. Donc, c'est une étude qui a été rapportée en poster par le docteur Andreas Reiter du même centre en Allemagne. Donc, pour cette étude, les auteurs ont comparé le traitement par avapritinib qui avait été utilisé en première ligne dans l'étude Pathfinder avec des données de vie réelle. Donc, pour comparer une étude d'un essai clinique et des données de vie réelle, ils ont utilisé une méthode statistique Inverse Probability of Treatment Weighting, qui est un type de score de propension qui a été utilisé pour ajuster sur les facteurs clés des deux cohortes. Et des modèles statistiques associés ont également été utilisés pour pouvoir comparer la survie globale et la durée de traitement dans ces deux cohortes. Donc, avec cette méthode, l'avapritinib a été testé en première ligne et en deuxième ligne. Donc, les données sur l'avapritinib en première ligne, dans ce cas-là, l'avapritinib a été comparé au traitement par midostaurin, donc de vie réelle. L'âge médian était similaire dans les deux populations. La durée de suivi était également similaire. Davantage d'hémopathie associées et de mutations de SRSF2, ASXL1 et RUNX1 étaient retrouvées dans le groupe avapritinib. Mais en utilisant donc ce score de propension, les auteurs retrouvent une survie globale significativement plus longue dans le bras avapritinib, en rouge ici, comparé au bras midostaurin, et également une durée de traitement significativement plus importante dans le bras avapritinib par rapport au bras midostaurin. Donc, les auteurs ont également comparé l'avapritinib en seconde ligne, et ce par rapport à des données de vie réelle qui correspondaient au meilleur traitement disponible, soit de la midostaurin dans 46% des cas, la cladribine dans 32% des cas et l'hydroxyurée dans près de 8% des cas. Et donc, en deuxième ligne, c'est la même chose. L'avapritinib, les patients traités par avapritinib en seconde ligne ont une survie globale significativement augmentée et une durée de traitement également significativement plus longue. Donc, finalement, cette étude est en faveur de l'utilisation de l'avapritinib en première ligne, avec l'amélioration de la survie globale, durée de traitement, et la même chose en seconde ligne, en sachant que c'est donc une étude qui a utilisé ce score de propension pour comparer études de vie réelle ou non, mais quand même, du coup, très encourageant en faveur de l'avapritinib. Et voilà. Alors, Olivier, une petite synthèse synthétique. Je serai très court. D'abord, bravo pour ce beau résumé. Et puis surtout, je te félicite d'avoir la patience parce qu'on a fait le topo à l'ASH. On a mis pour faire 5 minutes, 1 heure, je crois, ou 1h15 pour enregistrer 5 minutes parce que j'étais pas très bon. Voilà, surtout parce qu'il y avait des avions qui volaient tout le temps, donc on n'arrivait pas à faire le topo. Mais en tout cas, tu as eu la patience d'attendre jusqu'au bout. Pour les 3 choses, la première, c'était effectivement de faire le diagnostic sans faire de biopsie chez les patients, parce qu'on a plein de patients qui viennent avec des lésions cutanées. On se dit est-ce que c'est une mastocytose, on fait dans le sang la mutation, on dit que c'est une mastocytose, mais si on respecte les critères de l'OMS, ce n'est pas une mastocytose, il faut quand même faire la biopsie et montrer les agrégats. Voilà, donc ça c'était discutable. Après, dans la technologie pour la sensibilité, c'est vrai, on voit bien que dans le sang, ce n'est pas suffisant, dans la moelle on rattrape avec des trucs plus sensibles. Et nous, ce qu'on avait fait il y a très longtemps, en fait, encore plus sensibilisé encore, on faisait des biopsies de peau, par exemple. On prend l'ARN messager, parce que quitte finalement dans la peau, il n'y a que les mélanocytes et les mastocytes qui l'expriment. Et après, on amplifiait cet ARN messager, on le digérait avec une enzyme qui ne coupe pas la mutation
c'est BCM1, ça coupe pas. Et donc là, on avait, même s'il y avait un ARN parmi des milliards de kits mutés, on pouvait le trouver. Voilà, donc ça, c'est le gold standard de l'hypersensibilité, mais ce n'est pas nécessaire. Et comme tu l'as montré après, ce qui est important, c'est digital PCR, c'est pour le suivi des patients aussi. Quand on voit que ça diminue, ça veut dire qu'on diminue la masse mastocytaire. Pour le deuxième topo, c'était quoi déjà? C'était l'ostéoporose. Ça, c'est quelque chose qui était important parce qu'on a une question qu'on se pose souvent. C'est des patients qui ont des formes indolentes de mastocytose qui se tassent ou qui ont l'ostéopénie. On les traite avec même des inhibiteurs de ostéoclastes, des biphosphonates, qui est le traitement standard aujourd'hui. Et on voit des patients qui continuent à se casser. Et là, on se pose la question pourquoi. Et en fait, il y a une hypothèse aujourd'hui, c'est qu'il y a peut-être des fusions de mastocytes avec des ostéoclastes. En fait, et ça les attire. Et si on bloque KIT, à ce moment-là, on va bloquer cette ostéoclastose et on va bloquer l'ostéoporose. Alors, le laboratoire, il pousse en disant maintenant, vous avez une ostéopénie mineure, traitez tous les patients avec de la l'abritinib, même si ce n'est pas forcément nécessaire. Et c'est vrai que quand même, il faut conseiller aux patients de prendre de la vitamine D, prendre du calcium, faire du sport. Et souvent, on voit la masse osseuse qui augmente dans les patients mastocytaires. Et parfois, on fait des biphosphonates. Et vraiment, en dernière étape, il faut quand même peut-être faire la l'abritinib quand il continue à se casser ou à baisser la masse osseuse malgré un bon traitement qui est bien connu. Et surtout avec des CTX osseux qui sont basses, comme s'il n'y avait plus d'ostéoclastose. Et c'est là qu'on peut les améliorer aussi. Et puis pour le troisième papier, alors il confirme les bons résultats de la l'abritinib. Leur étude de propension, elle est un peu biaisée en fait. Ça, personne ne le dit jamais. Il y a un papier qui va sortir bientôt qui va mettre un peu de l'huile sur le feu là-dessus. Mais quand on voit dans l'avapritinib, dans tous les protocoles, pour inclure les patients, il fallait qu'ils aient plus de 100 000 plaquettes, voire 50 000, parce que l'avapritinib, ça induit des hémorragies. Or, les patients, même avec des mutations défavorables, comme tu l'as dit, du SAR, là, CRSF2, ACLX1 et ROX1, ces patients-là, quand ils ont plaquettes à plus de 100 000, ils ont un bon pronostic. Donc, dans l'étude, quand on voit l'avapritinib, il y a des suivis de 3, 4, 5 ans, il y a des patients qui sont pratiquement à 100% de survie, même dans les formes leucémiques, qui avant, normalement, ils sont tous morts quand on ne les traite pas. Et donc là, il y a un gros biais de recrutement d'avoir pris des patients qui ont des plaquettes qui sont élevées. Alors que dans la midostaurin, en fait, il y avait tous les patients, même des patients qui avaient des plaquettes à 20 000. Donc ça, ce serait vraiment intéressant. Et dans le score de propension, je ne crois pas qu'il y avait le chiffre de plaquettes. De toute façon, il n'y a que des patients qui ont plus de 50 000 plaquettes. Donc nous, ce qu'on va faire avec Julien, d'essayer de reprendre les patients qui ont plus de 50 000 avec la midostaurin, parce que finalement, la différence entre les deux produits, c'est simplement l'affinité pour KIT 816, un qui est à 0,27 et l'autre qui est à 2,7 nanomolaires. C'est très bas et on est à 2 micromolaires de concentration, donc ce n'est pas ça qui explique la différence entre les deux. Je pense que c'est les patients et peut-être que l'avapritinib, il bloque d'autres kinases que KIT qui jouent un rôle important dans la physiopathologie. En tout cas, ça confirme que ça marche bien et surtout, il est mieux toléré, enfin mieux supporté en tout cas que la midostaurin qui fait dégueuler les patients. Donc finalement, c'est celui qu'on utilise aujourd'hui en vraie vie, mais il faut se méfier de ces scores qui sont très favorables pour l'avapritinib, mais je pense que ça ne reflète pas la réalité de différence entre les deux produits, parce que quand on voit ça, eh ben on dit les patients, il ne faut plus les allogreffer, parce qu'ils sont tous guéris avec l'avapritinib, mais quand on prend les vrais patients de la vraie vie qui ont moins de 100 000 plaquettes, bah, ils sont comme les autres. Faut quand même, voilà. Super, merci beaucoup Olivier. Merci encore Mathilde.